Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-Emmanuel Jus, directeur délégué de chez Maslow, qu'on ne présente plus, et Morgane Bentata, directrice administration de biens chez Valority. Et bonjour. Donc suite à notre podcast avec toi, Morgane, sur la gestion locative, on a vu que pas mal d'internautes se posaient des questions, donc on s'est dit que c'était intéressant d'aller creuser le sujet. Donc pour vous expliquer comment ça se passait, on a reçu donc beaucoup de questions, on a regroupé ça en thématiques. Et pour finir, on fera un petit jeu, donc si vous voulez le découvrir, restez jusqu'à la fin. On y va? On est parti. Allez. Donc trouver le bon locataire, donc c'est la première thématique. Donc on sait que parfois des locataires sont amenés à faire des faux dossiers quand on connaît la tension locative qu'il y a actuellement. Donc comment on va les démasquer ces faux dossiers, comment on va les éviter, c'est quoi vos conseils? Déjà c'est important, tu l'as dit. Pourquoi les locataires sont poussés à faire des faux dossiers à cause de la tension locative? Clairement, on l'a dit, il n'y a pas assez de logements en France. Donc on le voit, nous on a un taux de rotation qui a diminué de 4 points quand même en l'espace de 2 ans. Donc ça prouve bien qu'il y a un manque de logements assez important. Donc forcément les locataires vont utiliser tous les moyens, toutes les ruses possibles pour trouver un logement. Le faux dossier, c'en est un aujourd'hui concernant notre société. Un dossier sur 3 est un faux, est frauduleux ou alors a été gonflé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs étapes. Premièrement, très simple, vérifier les documents. L'avis d'imposition, aujourd'hui, on peut le vérifier. On peut vérifier la véracité des éléments donnés sur le site des impôts directement. On peut aussi faire un contrôle employeur. C'est-à-dire qu'on va avoir des fiches de paye, on va avoir un contrat de travail, on passe un petit coup de fil à l'employeur, vérifier que la personne est toujours en poste. Déjà, ce sont deux éléments très importants. Si la première ne fonctionne pas, vous allez pouvoir vous arrêter. Première vérification, avis d'imposition. Deuxième vérification, contrôle employeur. Troisième vérification, on appelle la régie ou alors l'ancien propriétaire chez qui était logé le locataire pour vérifier qu'il est bien à jour des loyers. Parce qu'il n'y a pas de raison que s'il n'est pas à jour de ses loyers dans une autre régie ou auprès d'un propriétaire, qu'il arrive et qu'il le soit directement chez nous. Donc déjà, vérifier la véracité des documents qui sont donnés par le candidat locataire. Première étape. Ouais. Moi, si j'ai un conseil évidemment à donner, en tous les cas, c'est ce que l'on propose sur Maslow, c'est de confier la gestion locative et donc cette tâche à un administrateur de biens, parce que c'est compliqué aujourd'hui de repérer des dossiers. Je vois sur Internet des choses sur lesquelles on va avoir des logiciels qui repèrent les documents trafiqués, le fameux I love PDF. Ça, c'est génial, mais ce que vient de dire Morgane est beaucoup plus important. C'est la vérification de l'avis d'imposition et surtout l'acte humain, le fait d'appeler un employeur, d'appeler un ancien propriétaire. C'est la meilleure façon de pouvoir, on va dire, éviter les dossiers de location un petit peu gonflés. Puis bien évidemment, vérifier la cohérence dans tous les documents qui sont donnés. Est-ce que sur les fiches de paye, le cumul annuel correspond bien à ce qui est écrit dans le contrat de travail ou l'attestation de travail? Est-ce que le numéro de sécurité sociale correspond bien au candidat locataire? Voilà, c'est énormément de petites vérifications, mais qui sont importantes et cruciales, en tout cas, pour la mise en place d'un locataire. Vous avez déjà eu l'occasion de tester la véracité de ces fameux scanners de documents? Oui. Et ça a marché? Ce sont des logiciels de lecture optique de documents avec calcul parfois de la solvabilité directement. Oui, on a eu l'occasion de les tester, c'est pour ça qu'on continue à faire de la vérification humaine. Ok, très bien. C'est pas faillible, donc okay. Voilà. Donc quand on sait qu'on n'est pas face à un faux dossier, comment on va choisir le locataire? Celui qui sera respectueux, discret, celui qui ne va pas nous causer de soucis au final? Comment on le choisit? Alors ça, c'est tout simplement impossible et illégal. Le seul critère, c'est la solvabilité. En tout cas, chez nous, le seul critère, c'est la solvabilité. Et légalement, c'est le seul critère. Donc, la solvabilité, c'est quoi? On calcule combien gagne la personne en fonction du loyer. Ça nous donne un taux et on vérifie si ce taux-là respecte les conditions d'assurance. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de solvabilité, c'est que dans 99% des cas, il y a une assurance pour loyer impayé derrière. Donc les conditions qui sont posées pour la solvabilité d'un dossier locataire, ce ne sont pas les conditions du propriétaire comme ça au doigt mouillé, comme on peut entendre, ou alors celles des régies. Très souvent, c'est les régies qui choisissent. Non, ce n'est pas les régies, il y a des conditions d'assurance et on doit remplir les conditions d'assurance pour pouvoir être pris en charge si demain, il devait y avoir un impayé. Donc, savoir s'il va être sympa ou pas, savoir s'il va dégrader ou pas, déjà, c'est impossible de le savoir. Et puis surtout, nous, le seul critère, c'est la solvabilité. Et j'insiste là-dessus parce qu'on fait quand même
cette vidéo pour répondre aux commentaires. Et il y avait énormément de commentaires qui nous expliquaient qu'en fait, voilà, très souvent, c'est à la tête du profil du candidat locataire. Non, déjà, chez nous, les propriétaires n'ont pas de droit de regard sur les dossiers locataires. Quand je dis n'ont pas de droit de regard, c'est-à-dire en fait, ils délèguent complètement la gestion de leurs biens. Okay. Donc, quand un gestionnaire en commission vérifie un dossier, cette vérification qu'il fait, c'est celle que je viens de te donner, la véracité des documents, les contrôles auprès des employeurs ou des régies, et derrière, surtout, le calcul de la solvabilité. Ça s'arrête là. C'est tout. Ce qui est important pour un investisseur, c'est qu'il ait le choix de son locataire. Donc d'investir sur des endroits où il y aura plus de demandes que d'offres, ça c'est la première chose. Quand tu n'as que 3 dossiers qui sont posés sur ton appartement, tu as 3 choix. Donc tu peux avoir un choix moyen et 2 mauvais choix. Quand tu as 50 dossiers, finalement, la régie va quand même avoir beaucoup plus de matière pour le faire. Et puis dans le cadre de la vérification des véracités des dossiers, le fait de l'appel à l'ancienne régie ou l'ancien propriétaire, c'est rare que la personne ne te dise rien si elle pense du mal de son locataire. Donc voilà, c'est un petit indice. Mais en tous les cas, légalement, c'est évidemment que la solvabilité qui va compter. Effectivement. Très bien, merci. Donc ça peut aussi arriver que le locataire dégrade l'appartement malgré tout. Comment on évite ça peut-être au préalable ou comment on réagit lorsqu'il y a une dégradation de notre appartement ? Alors, comment on l'évite déjà ? C'est en expliquant à l'entrée du locataire. C'est pour ça que nous, on accompagne chacun des locataires lors de l'entrée dans le logement. Lui expliquer que voilà, toutes ces dégradations, si jamais elles arrivent, elles seront à sa charge. Donc, première étape, c'est on va regarder la caution, une partie de la caution pour faire les réparations. Et si ça va plus loin, il ne faut pas penser que le locataire, il n'y a que la caution qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser. Ça, c'est important parce que c'est souvent ce qui est cru. J'ai un loyer à 500 €, finalement, si j'ai plus de 500 € de dégradation, ça va être compliqué, ce qui n'est pas vrai. Excuse-moi. Ouais, non, mais ça c'est hyper important parce que surtout, c'est ce qu'on pense, surtout souvent ce que pensent les locataires. Mais en fait, pas du tout. S'il y a 2000 € de dégradation, il y aura une procédure en justice pour obtenir l'intégralité de la somme due. Ok, bien être clair au début. Bien être clair au début. Pour moi, le premier sujet, c'est la qualité de l'état des lieux. Donc on voit effectivement aujourd'hui des plateformes internet qui proposent de faire des états des lieux en prenant des photos avec un iPad. Les garçons, s'il y a un débat, c'est toujours l'état des lieux d'entrée qui va faire la différence par rapport à l'état des lieux de sortie. Donc pour moi, la qualité de l'état des lieux d'entrée définit l'état du logement. C'est-à-dire le jour où tu rentres dans le logement, voilà dans quel état il est. S'il est neuf, si je sais pas, un logement qui a 10 ans, qui a 20 ans et qui a 30 ans, en fonction de ce qui a été fait dans l'appartement, tu as un état des lieux d'entrée. Et c'est vraiment très important de consacrer un peu de temps et un peu d'énergie pour que l'état des lieux d'entrée ne soit pas un débat à la sortie. Okay. C'est sûr qu'en plus l'état des lieux est très important parce qu'il est contradictoire. C'est-à-dire qu'il est signé et par la personne qui réalise l'état des lieux côté propriétaire et le locataire. Donc à la fin de l'état des lieux, tout le monde est d'accord. Donc il n'y aura pas de sujet à la restitution du dépôt de garantie en disant non, là c'était déjà dégradé, là il y avait déjà ça. Non, vous avez signé, les deux parties ont signé, ont relu et ont reçu en même temps l'état des lieux signé. Très important l'état des lieux. Vous, avant vos métiers, vous êtes aussi des investisseurs. Est-ce que vous avez des anecdotes concernant un incident surprenant qui est arrivé causé par un locataire? Toi, peut-être Morgane. Morgane, je pense qu'elle a doit en avoir pas mal. Ouais, mais... Oui, bon, on gère des petits milliers de logements, donc effectivement, on en a. Non, on peut avoir des choses très surprenantes qui sont assez intéressantes, voire très curieuses. On a un locataire qui a dû faire un petit feu de forêt à l'intérieur de sa cuisine dans son carrelage. Donc on est arrivé dans une pièce entièrement noire lors de l'état des lieux de sortie et qui nous explique ce qu'il avait fait. Après, moins amusant sur le coup, ce sera les décès. Ouais. Les décès, c'est très compliqué, c'est très long. Surtout quand un locataire, par exemple, il peut arriver qu'un locataire décède, n'a pas d'héritier, n'a pas de succession. Et du coup, toutes ces affaires, ces meubles vont rester dans l'appartement le temps que la procédure se mette en marche. Et là, pour le propriétaire, ça peut être assez long. Ok. Le décès de locataire, c'est à ça que je pensais. Parce que quand ton locataire décède, les affaires qui n'appartiennent pas ni au propriétaire ni à celui qui gère le bien. Donc c'est aux héritiers d'enlever les affaires. Tu n'as pas le droit de dire tiens, je vais donner ça à Emmaüs ou je vais donner ça à une association. Et donc il est arrivé effectivement. Donc le propriétaire se retrouve avec un logement qui est occupé, non loué,
mais sur lequel il n'en a pas la jouissance. Donc le décès est vraiment quelque chose d'atypique. Voilà, donc c'est toujours pour ça, on se dit tiens, on n'est pas là pour faire peur aussi aux gens. Je pense que c'est important nous de dire tiens, qu'est-ce qui peut arriver et comment on s'en prémunit. Donc moi je parle toujours de trésorerie, donc c'est important aujourd'hui qu'un investisseur ait conscience qu'un loyer c'est pas 12 mois sur 12, calculé sur 20 ans dans un tableau Excel. Voilà, je pense qu'aujourd'hui de se dire j'ai 6 mois de trésorerie à l'avance parce que je peux avoir un souci qu'était un imprévu, donc ça je pense que c'est important. Donc si on prend quelque chose de moins dramatique que le décès, moi ce qui a pu m'arriver c'est sur les appartements qui sont l'un au-dessus de l'autre. Quand vous avez un dégât des eaux, là c'est une recharge de responsabilité, toi tu es assuré en tant que propriétaire, l'assurance de ton premier locataire, l'assurance du deuxième locataire, il y a un logement qui est dégradé au rez-de-chaussée, mon assurance va faire une recherche de fuite pour déterminer est-ce que c'est moi qui vais payer et surtout est-ce que c'est surtout pas moi qui vais payer, est-ce que c'est l'assurance du locataire numéro 1 ou du locataire numéro 2. Et ben pendant ce temps-là, on te découpe ton placo, on te fait de la recherche de fuite et tu as un dédit de locataire et tu te retrouves avec un logement pas loué qui n'est pas louable parce que si tu visites un appartement avec du placo qui est découpé et donc tu te retrouves avec 7 mois sans loyer, le temps de réparer la fuite à l'étage du dessus, de remettre en état ton appartement et de remettre à louer. Donc moi ça m'est arrivé à titre personnel, 7 mois sans location à cause d'un dégât des eaux du locataire du dessus avec un locataire qui avait donné son dédit et qui partait. Voilà, et je me suis retrouvé avec un logement qui n'était pas louable, tout simplement. Ouais, donc face à des dégradations, on sait que parfois se prémunir d'une assurance peut être important, on reviendra après dessus, mais voilà un peu quelques exemples. Il y a un sujet d'actualité en ce moment, c'est les squats, les appartements, par un locataire ou un tiers. Face à ça, quelle action on va entreprendre pour faire face à des squats? Ce serait quoi vos conseils? Alors, il y a une procédure, hein. Ouais, il y a une procédure très stricte. Il y a aussi plusieurs cas de squat. Il y a ce qui passe à la télé et qui est caricatural, c'est-à-dire je rentre dans un logement qui n'est pas le mien et je le squatte. Il y a une autre chose qui est d'actualité en ce moment, et ça les gens n'y pensent pas trop. Et c'est vrai que je sais que les équipes de Morgan, c'est notamment le dédit. Je t'envoie un congé pour vente, c'est-à-dire je te dis dans 6 mois, tu vas devoir, toi locataire, quitter l'appartement parce que j'ai l'intention de vendre mon logement. Et donc le locataire ne s'en va pas. Et donc mon bail s'arrête le 1er juillet. Et finalement, je ne pars pas. Finalement, le 3 juillet ou le 3 août, je suis officiellement un squatteur de mon appartement. Donc, hormis le cas, je passe sur TF1, il y a aussi ce cas-là, et sur lequel, là, il y a des choses que vous avez mis en place qui me semblent pertinentes. Oui, bien sûr, il y a 2 types de squats, hein, comme l'a dit Pierre-Emmanuel. Il y a le squatteur qui rentre dans un logement qu'il ne connaît pas, et il y a le locataire qui était locataire, en bonne et due forme, mais qui ne quitte plus le logement. Donc, étant donné que c'est des étapes très précises, je reprends juste mes notes. Première étape, c'est la première étape à faire et il faut le faire tout de suite, c'est un dépôt de plainte. Il faut aller porter plainte et bien mentionner que c'est une violation de domicile, d'accord, quand il y a un locataire en place surtout. Missionner un huissier, puisqu'il va faire constater qu'effectivement il y a un squat en cours dans le logement. L'huissier va envoyer, lui, le dossier à la préfecture et le préfet, aujourd'hui, avec la nouvelle loi anti-squat, va avoir 48 heures pour répondre. Bien évidemment, 48 heures. Pourquoi? Parce que c'est la durée légale en France sur laquelle on peut arrêter un squat pris en flagrant délit. Et une fois la décision rendue, l'officier de police va placarder la décision sur la porte du logement. Et à partir de là, les squatteurs auront 15 jours pour sortir. Et s'ils ne sont pas sortis, la police et l'huissier seront sur place pour faire une reprise de logement. Ok. Réactivité, dépôt de plainte immédiat, huissier. Ça, c'est la nouvelle loi du nouveau ministre. Okay. Ça, c'est quelque chose de récent. Donc, dépôt de plainte immédiat, huissier tout de suite. Et ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Ça, c'est pour quelqu'un qui occupe illégalement le logement. Et pour le dédit de location, il faut savoir que si tu envoies un recommandé à ton locataire et qu'il ne va pas le chercher, finalement, le dédit ne commence pas. Donc aujourd'hui, par exemple, chez Maslow, pourquoi on a choisi Valority en administration de biens? C'est parce que le dédit, c'est un huissier qui le présente au locataire. Et donc on est certain que ça démarre. Et donc je pourrais récupérer mon logement, soit pour le relouer, soit surtout pour le vendre. Puisqu'aujourd'hui, le congé pour vendre, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Ouais, donc des situations assez compliquées qu'on souhaite à personne. Parce que non, mais dans l'immobilier, c'est la règle des 20-80. Il y a 80 ou même 90% des choses qui vont se passer vraiment super bien. Mais c'est de se dire comment je dois réagir ou comment je peux anticiper les choses pour me prémunir des cas qui sont un peu problématiques. Il ne faut pas retenir de cette vidéo que l'immobilier c'est la cata et qu'il va m'arriver que des ennuis. C'est juste de se dire qu'aujourd'hui, à chaque ennui
quand les équipes de Morgan gèrent 18 000 logements, c'était mieux, des soucis, ils en gèrent au quotidien. Et donc chaque souci donne lieu à une réponse. Donc parfois il y a des innovations, hein, donc on trouve de nouvelles réponses, mais on est quand même capable de gérer 99% des cas qui nous sont déjà arrivés, quoi. Ok, très bien. Ouais, quelque chose qui est un peu moins grave, on va dire, que le squat, c'est la sous-location de notre appartement. Est-ce qu'il y a des signes révélateurs que notre bien est sous-loué à notre insu ou pas? Alors un peu moins grave, oui et non, hein, parce que vu que c'est sous-loué, il n'y a rien de vraiment officiel. Donc derrière, une fois que la personne est rentrée, le sous-locataire, hein, comme on va l'appeler, si le locataire, lui, officiel, va poser sa dédite et va s'en aller, le sous-locataire est toujours là, on est sur un logement squatté. Donc finalement, on y retourne. Première étape, donc déjà, on commercialise beaucoup de biens, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de biens à la location. Donc on a beaucoup d'annonces en place, donc on fait beaucoup de vérification des plateformes. Il nous est arrivé de se rendre compte qu'on avait des logements sous-loués, parce que nos photos, on les connaît, nos logements, on les connaît. Et quand on les retrouve avec une mention louée par un particulier, bon voilà, première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, encore une fois, un constat d'huissier. On fait un constat d'huissier pour montrer que voilà, il y a des annonces avec les photos du bien qui ne sont pas la propriété du locataire qui le sous-loue. Et ça, c'est très important. On a vu des choses un peu plus on va dire curieuses, des logements qui sont loués à la nuitée sur Instagram. Donc, ça nous arrivait de faire des constats d'huissier d'Instagram. Pour montrer qu'effectivement, en fait, ce sont des nouvelles plateformes où ils sous-louent. Les locataires vont payer un loyer d'un logement conventionné ou pas, avec donc un loyer plafonné. Et derrière, vont le louer à la nuitée en sous-location. Ok. À part surveiller les plateformes, c'est difficile pour un propriétaire de le savoir. Donc voilà, c'est toujours pareil. Si tu confies ton bien à des professionnels, tu peux un peu mettre des verrous sur la porte et on va dire éviter un petit peu plus ce genre de situation. Oui, et puis ça peut nous arriver aussi d'avoir des sous-locations. On va s'en rendre compte puisqu'on va devoir venir intervenir, faire une réparation, un plombier va devoir passer. Ouais. Et là, tout le monde refuse d'ouvrir la porte. Ok. Bon, on commence à se poser des questions. Okay. Il y a une fuite en cours sur le locataire du dessous. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, hein. Il faut faire une vérification de fuite du logement du dessus. Et là, personne ne veut ouvrir, personne ne nous répond, ou alors les visites sont toujours annulées. Donc là, on va commencer un petit peu à s'inquiéter et à se poser des questions. Et du coup, quand ça se passe comme ça, qu'on découvre que quelqu'un sous-loue notre appartement, donc il est... On va frapper à la porte du locataire. Ok, et après, lui, il n'est plus locataire de notre appartement. Soit il est considéré comme squatter, et on reprend la procédure que Morgane a dit, soit on peut aussi alerter le propriétaire et le locataire qui est titulaire du bail. C'est aussi des choses qui sont importantes. Très bien. Ensuite, on va passer sur l'assurance loyer impayé. Déjà, est-ce qu'elle est obligatoire, cette assurance? Non, elle n'est pas obligatoire. Elle est vivement conseillée, par contre, mais elle n'est pas obligatoire. C'est la question, c'est est-ce que vous, du coup, vous la conseillez? Et est-ce que c'est un investissement judicieux ou inutile dans un investissement? C'est évidemment judicieux. Aujourd'hui, on ne peut pas se prémunir un locataire peut être aussi tout à fait de bonne foi, avoir des difficultés passagères. On peut avoir des gens qui louent un logement, qui se séparent. Enfin, je veux dire, il y a des accidents de la vie. Il y a des accidents de la vie qui sont quand même naturels. On peut se retrouver en difficulté de payer son loyer. Donc, c'est pas que le mauvais locataire, le mauvais candidat, l'arnaqueur. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est des gens qui louent parfaitement, honorablement leur logement. Ils sont déjà contents d'avoir un logement dans un marché locatif qui est extrêmement tendu. Mais les accidents de la vie peuvent faire qu'à un moment donné, j'ai une contrainte de paiement de mon loyer. Donc, c'est important pour l'investisseur, le propriétaire, d'être couvert sur les aléas qui finalement il ne peut pas maîtriser. Et l'assurance loyer impayé, elle est importante. Chez Maslow, elle est proposée systématiquement, puisque nous, on veut que le loyer soit certain pour notre propriétaire. Après, il faut regarder les détails d'une assurance loyer impayé. Hein, généralement, il y a des franchises, il y a des carences, il y a des montants de loyer qui peuvent être plafonnés. On va te prendre 70%, 80% de ton loyer en compte, on va prendre 100%. Quand est-ce que tu vas toucher finalement le loyer payé? Est-ce que ton locataire est en retard au mois de juillet? Est-ce que tu as touché l'argent au mois d'août? La réponse, elle peut être non. Un loyer impayé, c'est quoi? C'est 2 mois de loyer sur lequel le locataire ne paye pas son loyer. Avant 2 mois, avant 2 échéances, c'est un retard de loyer. Ce n'est pas un loyer impayé. Donc tu peux déclarer qu'au bout de 2 mois, le fait que tu aies un loyer impayé, et c'est là que l'assurance va pouvoir se mettre en œuvre. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui sont importantes, et c'est comme tous les contrats d'assurance pour ta voiture, ton vélo, ta maison, il y a des petites étoiles, il faut bien les regarder.
Plus c'est simple, moins il y a d'étoiles, moins il y a de lignes, mieux c'est. Voilà. Il ne faut pas oublier également que pour les investisseurs, aujourd'hui, cette loyer impayé, elle est déductible de tes revenus locatifs, de tes charges. Donc ça veut dire que quand tu vas payer une cotisation d'assurance de quelques euros, hein, on parle de 10 euros, 15 euros, voilà, toi tu vas le déduire et ça va te coûter 5 euros. Donc est-ce qu'aujourd'hui, pour 5 euros, tu passes à côté d'un loyer à payer? Surtout pas. Il faut bien s'assurer. Voilà. Après, les qualités de l'assurance, c'est important quand même. Les qualités et les conditions de l'assurance sont extrêmement importantes. Et surtout, l'assurance va venir indemniser pendant la période de l'impayé. Ok. D'accord ? Si tu n'as pas d'assurance, il va devoir quand même faire une procédure. Il va quand même falloir délivrer un commandement de payer, il va quand même falloir assigner le locataire, il va quand même falloir faire toutes ces démarches. Okay. Et une procédure, aujourd'hui, en France, c'est 2 ans et demi pour arriver à une résiliation de bail et à une expulsion. Donc pendant 2 ans et demi, sans assurance, l'investisseur va devoir payer son échéance de prêt sans percevoir seul euro de loyer. Non seulement il va avoir ça, mais en plus, il va devoir payer les frais de justice. Alors que l'assurance loyer impayé prend en charge tous les frais de justice, les frais d'avocat, le frais de commandement de payer, c'est l'acte qui va être délivré l'huissier pour indiquer au locataire qu'il a 2 mois pour payer, pour régulariser sa somme avant qu'on passe en assignation. Tous ces frais-là vont être compris dans l'assurance loyer impayé jusqu'à la dégradation du logement à la sortie. Il va y avoir une prise en charge. Alors que sans assurance, donc très sincèrement, je ne vais pas donner une stat comme ça au doigt mouillé, mais par contre, nous on le sait pour l'avoir vécu, quasiment systématiquement, dès qu'on a un impayé locataire et qu'on termine sur une expulsion, on retrouve un logement dégradé. Donc en plus, sans l'assurance, l'investisseur, le propriétaire, il aura payé les frais de justice, son prêt, et il va devoir remettre en état son logement. En fait, on peut toujours, entre guillemets, récupérer ses loyers, mais ça nous aura coûté plus cher qu'à d'avoir pris une assurance dès le début. Ou pas récupérer les loyers, d'ailleurs. Est-ce que, je veux dire, ça fait 20 ans que je suis assuré pour ma voiture, j'ai jamais eu d'accident. Tu te dis, tiens, merde, j'ai quand même foutu des milliers d'euros à la poubelle, parce que je ne l'ai jamais utilisé. En fait, l'assurance, elle ne sert que quand elle fonctionne, quand elle est mise en œuvre. Si tu n'as jamais d'accident, en fait, tu t'assures pour protéger les autres, pas toi, puisque tu n'as jamais d'accident. Dans l'immobilier, c'est pareil. Finalement, il vaut mieux payer une assurance qui ne servira jamais. Par contre, le jour où elle sert, eh ben, ce n'est pas le jour où on doit découvrir comment elle fonctionne. Ouais. Ah bah tiens, je vais toucher que 50% de mon loyer. Ah bah tiens, je vais toucher mon loyer qu'au bout de 4 mois. Ah bah tiens, il y a 2 mois de franchise. Tout me tombe sur la tête. Donc, c'est important d'avoir au départ... quand on investit dans l'immobilier, on s'intéresse précisément à notre investissement. On va regarder toutes les lignes, tout ce qui va rentrer. Mais 2 ans, 3 ans après, il y a un sinistre qui arrive dans 4 ans. Tu dis, oh là, au fait, le prêt, il est dans quelle banque? Je suis assuré où? Loyer impayé, l'assurance, on l'a pris chez notre assureur, on l'a pris chez l'administrateur de biens. Tu ne te rappelles plus de rien. On va quand même être très clair, à part les gens qui sont très, très organisés. Donc, c'est important dès le départ de identifier les risques, se couvrir des risques, avoir un investissement qui est serein et pérenne, comme ça, s'il arrive un mauvais événement, et ça arrive très rarement, mais ça arrive, eh bien, j'ai les réponses. Et pour les investisseurs qui pensent qu'ils vont récupérer à 100% leur loyer s'ils n'ont pas d'assurance, malgré qu'ils vont passer quand même par une procédure, c'est complètement faux. Okay. Un locataire qui n'est pas en moyen de payer, très souvent, il va passer en commission de surendettement. Okay. Si il est évidemment clair que le locataire n'a plus les moyens de régler et n'est plus en capacité de régler ses dettes, il peut avoir un effacement de dette. C'est déjà arrivé, ça arrive tous les jours. Et là, non seulement il y aura eu l'avance, mais en plus il y aura eu 0 indemnisation de la part du propriétaire. Et dans le cadre d'une assignation, le locataire peut aussi obtenir un échéancier, ce qui est normal. S'il est en difficulté de paiement, il ne va pas arriver à sortir 2 ans et demi de loyer comme ça d'un coup. Mais là aussi, ça va être très long. Un locataire qui était solvable, qui remplissait toutes les conditions et qui a un accident de la vie, il perd son emploi. Grosso modo, il va perdre la moitié de ses revenus. S'il perd la moitié de ses revenus, qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer, ça va devenir un loyer impayé pour l'investisseur. Mais est-ce que le locataire est en mesure de payer son loyer s'il a perdu la moitié de ses revenus? La réponse, elle est non. D'accord. Okay. Donc ça, voilà. Donc c'est sûr que tu vas arriver à la fin de se dire, est-ce que la personne peut régler sa dette de 2 500, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros? Non, elle touchait 2 500 euros, elle touche 1 200, elle a un enfant, elle ne peut pas payer. Donc en fait, tu t'assois dessus, donc tu t'assois sur tes loyers impayés. Donc l'assurance loyer impayé pour les investisseurs, indispensable et tu as dit c'est à peu près 15 euros. Non, mais c'est un pourcentage. C'est un pourcentage du loyer. Mais à moins que notre loyer soit à 4 000 euros, elle ne sera jamais... Non, mais c'est 3-4% du loyer, 3-4% du loyer, pour qu'on soit très clair. Ouais.
Ok. Avant de passer à la partie suivante, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche pour rater rien de nos contenus. Et si vous avez l'envie d'investir dans l'immobilier locatif, vous avez des questions, vous pouvez vous retrouver sur le site Maslow. Vous allez voir Anthony et Jérémy que vous avez déjà vu. C'est gratuit, donc faites le pas si vous avez besoin. Et d'ailleurs, en ce moment, sur maslow.imo, si vous créez un compte, vous avez une formation offerte sur l'investissement immobilier, donc profitez-en. Maintenant que c'est fait, on peut repartir sur nos questions. On va passer sur l'optimisation des revenus, l'encadrement des loyers. Pareil, un sujet d'actualité un peu au final, l'encadrement des loyers. Donc déjà, on sait que parfois notre loyer peut être fixé trop bas. Ça va être quoi les options pour l'ajuster à la hausse? Déjà aussi savoir si il est fixé trop bas. Alors déjà, pas confondre les plafonds des loyers et l'encadrement des loyers. Je pense que c'est deux choses que les gens peuvent confondre dans le vocabulaire. Donc le plafond des loyers, c'est lorsque tu as acheté un appartement sur lequel tu dois respecter des plafonds de ressources du locataire et des plafonds de loyer. Donc notamment pour les gens qui ont investi dans l'immobilier neuf, souvent avec des dispositifs fiscaux. Voilà, la loi Duflot, la loi Pinel, la loi de Normandie, c'est comme ça, tu as des plafonds de ressources et des plafonds de loyer. Donc tu n'as pas le droit de louer ton logement au-dessus d'un certain plafond, qui correspond normalement en général à peu près à 80% du loyer de marché. C'est à peu près ça l'idée. Et l'encadrement du loyer, ça c'est quelque chose de différent. Ce sont des villes, des agglomérations qui ont décidé que leur marché, c'est-à-dire ancien et neuf, l'ensemble du marché, tu ne pouvais pas louer ton logement au-delà d'un certain prix. Donc ça c'est important parce que parfois les propriétaires qui sont propriétaires d'un logement, je loue mon appartement 800 €, mon locataire s'en va, je le reloue, bon bah je le remets à louer 800, puis je me dis peut-être que ça vaut un peu plus, ah bah non tiens je découvre que le plafond de loyer est à 700 et donc tu vas en cas de changement de locataire devoir respecter un nouvel encadrement de loyer. Donc ne pas confondre le plafond et l'encadrement. Tu parlais de façon d'optimiser, bah, c'est déjà de réfléchir sur le marché et de réfléchir également à un peu la fiscalité, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je vais louer mon logement nu, c'est-à-dire la personne va venir avec ses meubles, ses affaires pour en faire sa résidence principale, ou est-ce que je vais le louer en location meublée? J'achète un studio, je vais louer un célibataire ou un étudiant, est-ce que je fais le choix de louer mon logement nu, la personne va venir avec ses meubles et ses affaires, ou est-ce que je vais le louer meublé? Les loyers ne sont pas les mêmes, ça c'est le loyer de marché, les plafonds ne sont pas les mêmes, l'encadrement n'est pas le même non plus. Donc ça c'est une des questions qu'on peut par exemple se poser pour optimiser le montant du loyer. Okay. Juste sur la réévaluation du loyer, elle est très encadrée, hein. C'est une fois par an, à la date d'anniversaire du bail. Pas le rater. Il ne faut pas le rater, et c'est en fonction de l'indice de révision des loyers. D'accord, ça s'appelle l'IRL. Donc là encore, c'est ni le propriétaire ni la régie qui décide de combien le loyer va être augmenté. C'est un indice qui est fourni par l'État et sur lequel on a le droit de réviser le loyer à la date d'anniversaire du bail. Qui dit date d'anniversaire, anniversaire c'est annuel, donc c'est tous les ans. Ensuite, il est possible entre deux locations, si on se rend compte que le loyer est sous-évalué par rapport au marché, on pourra venir le remettre au loyer du marché, mais encore une fois, ça ne sera pas possible durant un bail. Il faudra attendre la fin du bail du locataire en place. Oui. Par exemple, lorsque tu investis avec des dispositifs fiscaux que je prenais en exemple tout à l'heure, une fois que tu as fini ton engagement vis-à-vis du dispositif fiscal, si tu as un changement, par exemple, tu investis en dispositif Pinel, tu es obligé de respecter des plafonds de loyer pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans. Imaginons que tu conserves ton appartement, tu ne peux pas dire la 13e année, je vais rattraper sur mon locataire en place le loyer de marché. Tu vas être obligé d'attendre que le locataire s'en aille. Donc il peut encore rester, je sais pas, un bail c'est 3 ans, il peut rester encore finalement 2 ans et demi. Tu ne pourras rattraper le loyer de marché qu'à partir du moment où il y aura un changement de locataire. Ok. Et du coup, il y a quand même une limite légale à l'augmentation des loyers. Oui, c'est ce que disait Morgane. Il y a le loyer de marché, ça c'est le premier point. Et après, sur l'évolution, c'est l'indice IRL qui prend. Aucun propriétaire peut prendre la décision de mettre le loyer au prix qu'il veut. C'est impossible. Bah, il peut le faire, il va se faire retoquer, mais surtout, il n'aura jamais son logement. Ok. Si tu as un studio à louer à Lyon, on pourrait être aux alentours de 500-600 € environ. Tu peux essayer de le mettre à 900 €. Hein. Tu es libre aujourd'hui de passer une annonce à 900 €. Il n'y a personne qui va te le louer. Et imaginons qu'on a des retards de paiement. Comment on va les gérer justement? Ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Ouais. Mais c'est quoi un peu le plus optimisant? Première étape, maintenir le lien. Le dialogue, la communication. Maintenir le lien. Si le locataire est arrivé à avoir un retard de paiement ou un défaut de paiement, déjà, arrêtons les préjugés, c'est pas toujours les personnes qui gagnent le moins qui payent le plus mal. C'est clair. Ça, il faut vraiment en être persuadé. Sur 18 000 logements, aujourd'hui, on peut vous l'assurer,
ce ne sont pas les locataires qui ont les plus petits revenus qui sont les plus mauvais payeurs. Donc, j'ai oublié du coup la question. Non, le retard de loyer, c'est le... Non, tu disais dialogue. Ah oui, le dialogue. Bien évidemment, comprendre comment le locataire en est arrivé là et suivre sa situation. Il vaut mieux mettre tout de suite en place un échéancier sur le premier retard de loyer, sur le premier mois. Parce que si les retards s'accumulent, plus la dette va être grosse, plus le locataire aura du mal de toute façon à rétablir la situation. Donc, il vaut mieux s'asseoir sur un mois de loyer, enfin s'asseoir, quand je dis s'asseoir, c'est-à-dire mettre un échéancier en place, mais même si c'est 50 € par mois, il vaut mieux récupérer 50 € par mois. De toute façon, imaginons un locataire qui a 800 € de loyer, tu lui demandes de payer son loyer du mois d'après, plus celui du mois d'avant, ou alors celui du mois qui arrive, plus la moitié, c'est-à-dire 400 €, tu mets son loyer à 1 200 €, il n'arrive déjà pas à payer 800 €. Il n'arrivera pas à payer 1 200 €. Donc maintenir le lien, communiquer, comprendre la situation et essayer, d'abord c'est de l'amiable, il faut faire de l'amiable. L'échéancier, c'est la meilleure solution. C'est là où tu évites le basculement en loyer impayé tout court. C'est-à-dire qu'effectivement, tu ne payes pas ton loyer de 100 €, tu as un retard, il t'est arrivé une bêtise. Si on te demande 1 600 le mois d'après, je ne peux pas payer, du coup, je peux aussi me braquer. 1 600, je ne peux pas les sortir, donc j'arrête de payer. Alors que si tu étales la dette, ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Très bien. Donc aussi, il y a la notion de période de vacances locatives. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la période entre 2 locations. Ouais. Donc, où notre logement ne sera pas loué. Donc, c'est une période qu'il faut éviter au maximum. Bien sûr. En investisseur. Donc, du coup, quelles stratégies permettent de minimiser justement ces vacances locatives ? Alors, c'est la qualité de la régie qui gère mon bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des zones tendues et des zones qui ne sont pas tendues. Donc, forcément, nous, quand on conseille l'investissement, on va plutôt te dire investis sur des zones sur lesquelles tu es certain de trouver un locataire. Donc, souvent sur des zones tendues. Donc, sur la zone tendue, ça veut dire que tu n'as qu'un mois de dédite. C'est-à-dire, je veux partir le mois prochain, je dois t'informer un mois avant. Alors que dans les zones non tendues, ça peut être 3 mois. Donc, quand je reçois le dédit d'un locataire, dans une zone non tendue, j'ai 3 mois pour louer mon logement. Donc, si j'ai 3 mois pour louer mon logement, ça veut dire que j'ai un peu de temps quand même pour le faire. Bon, si la zone est moins tendue, peut-être que tu auras moins de candidats, mais j'enlève le débat, tu as quand même 3 mois pour réagir. Lorsque tu reçois le dédit dans une zone tendue, tu as 1 mois pour réagir, donc tu reçois le recommandé, tu l'ouvres, et là, il te reste 3 semaines et 4 jours pour louer le logement. C'est-à-dire passer les annonces, organiser les visites, trouver le bon locataire, vérifier la solvabilité avec tous les éléments que Morgane a donné tout à l'heure, l'appel à l'employeur, machin, etc. et l'entrée des lieux du locataire. Donc en fait, c'est très très court, 3 semaines pour le faire. Donc en fait, il faut réagir très vite. Si tu reçois le truc et que par exemple aujourd'hui, on a certaines régies qui mettent en location une fois que le locataire est parti. Là, tu es sûr, même sur une zone très tendue, de prendre une semaine, 15 jours. Voilà, 15 jours, c'est un demi-mois. Donc, je pense qu'il faut réagir le plus rapidement possible, mettre en annonce le plus rapidement possible, aller faire des photos le plus rapidement possible et présélectionner les locataires le plus rapidement possible. Et anticiper. Anticiper, c'est toujours l'anticipation qui va compter. Quand on reçoit la dédite d'un locataire, on va lui envoyer une liste de choses qu'il faut qu'il répare pour éviter qu'on lui prenne sur sa caution. Donc ça, déjà, c'est une première étape. Sinon, ça veut dire à la sortie de locataire, on va devoir faire des petites réparations. Donc s'il peut le faire en amont et que ça évite qu'on lui prenne sur sa caution directement, déjà, c'est une première étape. Ensuite, on va faire l'état des lieux. L'état des lieux, ça veut dire que déjà, le locataire, il part. Donc nous, il est important pour nous qu'on ne découvre rien lors de l'état des lieux, parce que c'est déjà trop tard. Donc c'est important, pareil, de communiquer avec le locataire, d'expliquer, de demander, voilà, il n'y a rien en cours, il n'y a pas de dégâts des eaux, il y a pas... Parce que souvent, les locataires ont peur de déclarer un dégât des eaux, parce qu'ils pensent que c'est pour eux. Ouais. Non, c'est l'assurance qui va venir prendre en charge. Le locataire ne va pas sortir d'argent de sa poche. D'où l'importance du coup de la relation aussi avec ton locataire. Exactement. Cette confiance-là. Quand tu passes par un professionnel, le professionnel va s'assurer que la personne continue à assurer son logement. Moi, je connais plein de propriétaires qui louent leur logement eux-mêmes, qui ont un joli dossier de leur locataire avec ses bulletins de salaire d'il y a 5 ans, sa bonne tête d'il y a 5 ans, son assurance d'il y a 5 ans, tout d'il y a 5 ans, tout est nickel, il n'y a pas de problème. Okay. Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de ne pas renouveler ton assurance? Pas grand-chose si tu ne lui demandes pas. Qu'est-ce qui fait que tu vas, je sais pas, ton logement, il a une chaudière à gaz, tu vas demander à ton locataire tous les ans, toi, ah tiens, au fait, est-ce qu'il a bien fait l'entretien de la chaudière? Donc le joli dossier dans mon armoire qui a 5 ans, c'est pas ça qui va pérenniser ton logement et de la sécurité de ton investissement dans le temps. Un locataire qui reste 5 ans dans ton logement, qui n'a pas entretenu la chaudière, bon, tu as de la chance, il n'est pas tombé en panne. Mais de toute façon, toi, la durée de vie de ta chaudière va durer moins longtemps et tu vas devoir investir en entretien et en réparation dans ta chaudière. Donc le fait de confier
à un professionnel la gestion de son bien, c'est pour éviter toutes les choses que tu peux oublier. L'assurance en est un indicateur, mais tous les contrats d'entretien sont aussi des indicateurs qui sont pour moi extrêmement importants dans la gestion d'un logement. Un investissement immobilier, quoi qu'on en dise pour un investisseur, c'est un investissement pécunier, mais c'est un investissement de temps de cerveau disponible et de temps tout court. Plus on peut t'enlever ça et être serein, mieux c'est. Puis il faut du temps. Ouais, c'est ça. Il faut du temps. Une dédite d'un locataire, ça s'envoie par recommandé, sinon elle n'est pas valable. Si le propriétaire n'a pas le temps d'aller chercher son recommandé, on connaît les délais parfois de la poste, donc c'est vrai que quand on travaille, c'est un petit peu dur d'être aux horaires d'ouverture des bureaux de poste. Donc là, pareil, sauf que le délai de préavis, lui, est court à la date d'envoi du courrier. Donc si le propriétaire ne va pas chercher... Ça court quand même. Ça court quand même. Puis en fait, il faut avoir le temps aussi de faire des visites, de traiter les contacts, de monter un dossier. Puis toute cette gestion, elle est aussi multipliée par le nombre d'appartements qu'on peut avoir aussi à louer. Donc, Et on sait aussi que les déménagements se font traditionnellement quand il fait beau. 50% des déménagements, c'est sur la période estivale. Donc tu reçois un dédit 3 jours avant de partir en vacances. Et tu peux déjà dire que tu es sûr de gérer une vacance locative. Ok. Et du coup, on parlait de plafonnement de loyer. Si demain, un investisseur, il ne respecte pas ces plafonds de loyer, il fait face à quel risque en fait? Un risque financier assez important. Ouais. Déjà, le locataire, donc aujourd'hui, alors, tu parles de plafond ou d'encadrement? D'accord. Alors, le plafond, ça va vite s'allumer, puisque les plafonds de loyer, à un moment donné, tu dois déclarer tes revenus. Donc, tous les ans, là, la déclaration de revenus va arriver bientôt. Tu dois déclarer les loyers. Les loyers doivent être cohérents par rapport au plafond que tu dois respecter. Okay. Donc, aujourd'hui, les impôts, ça s'allume aussi un peu tout seul. Donc, tu dois déclarer les mètres carrés, tu dois déclarer le nom de ton locataire, tu dois déclarer les loyers que tu as perçus. Si ce n'est pas cohérent, tu vas avoir une demande d'information de la part de l'administration fiscale qui va te dire pourquoi le logement est loué, machin, quelle est la surface. Ils vont te demander souvent le plan ou tout comme ça pour vérifier le nombre de mètres carrés et les loyers cohérents. Tu risques un redressement. Donc, ne pas un redressement sur les 50 € où tu dépasses le loyer, tu vas perdre par exemple ton dispositif fiscal et tu vas devoir rembourser l'administration fiscale des économies que tu as pu percevoir. Donc ça fait 6 ans que le dispositif fiscal est en place et que le locataire est en place, c'est 6 ans de remboursement. Mais le pas vu, pas pris, avec les impôts aujourd'hui, ça marche beaucoup moins. C'est-à-dire le cliché du contrôleur des impôts qui vient chez toi et qui épluche des papiers, aujourd'hui, ça s'allume tout seul. Voilà. Parce que les sanctions, elles concernent uniquement l'investisseur ou aussi Uniquement l'investisseur, parce que c'est lui qui fixe le loyer. Ok. Oui. Très bien. Évidemment. Très bien. Et sur le plafond des loyers, si on sépare, sur l'encadrement des loyers, si on sépare, aujourd'hui, toutes les municipalités qui ont mis l'encadrement des loyers en place ont sorti des sites internet pour que les locataires puissent vérifier en tapant leur adresse, est-ce que je touche est-ce que je paye le bon loyer? Et aujourd'hui, quand la personne rentre de logement, c'est-à-dire que je ne trouve pas de logement, je suis à Lyon, je vais accepter de louer un T2 900 € parce que de toute façon, je ne trouve rien. Aujourd'hui, il a 4 mois pour dire mon loyer ne correspond pas au plafond de loyer de la ville. Ouais. Voilà, et donc le propriétaire, au final, se retrouvera à devoir rembourser son locataire amiable parce que les amendes sont quand même très fortes. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour ceux qui ne trouvent pas de terrain amiable, ils se retrouvent devant le juge. Le juge leur dit « Bonjour, alors aujourd'hui, il y a 5 000 € de dépassement. Vous remboursez les 5 000 € ou je vous colle une amende entre 5 et 15 000 ?» Bon, généralement, ça s'arrête là. Ok. Très bien. On va passer au permis de louer. Parce qu'il y a pas mal de gens en fait, qui étaient pas au courant que 500 communes sont concernées par le permis de louer. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le permis de louer et dans quel contexte du coup il a été introduit? Le permis de louer, à la base, c'est pour lutter contre la location de logements indécents, impropres à la destination, c'est-à-dire à l'habitation du logement. Donc comment ça se passe? Deux options, ça dépend, ça dépend des communes. Soit c'est déclaratif, soit c'est une demande d'autorisation. Donc comment ça se passe? On reçoit la dédite d'un locataire, on a un mois, on va devoir faire une demande soit une déclaration de location, soit une demande d'autorisation auprès de la commune. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la commune peut dire, la personne qui est en charge peut dire, écoutez, moi, je vais venir visiter le logement pour voir si, effectivement, il n'est pas impropre à la destination, donc impropre à l'habitation. Ça nous arrive, il y a des communes qui le font, qui viennent visiter chaque logement qui est mis en publicité. La commune a un mois pour se positionner. Donc, nous, dès qu'on fait la déclaration ou la demande d'autorisation, la commune a 30 jours pour nous répondre. Si on n'a pas de réponse, c'est considéré comme acquis, on peut mettre en bien le logement. Donc pareil, là,
une régie. Faut aller vite. Une régie, nous, on va le faire tout de suite, dès la réception de la dédite du locataire en place. On va envoyer la demande d'autorisation, puisqu'on sait que de toute façon, le préavis le plus réduit, c'est 1 mois. Donc on sait qu'à la sortie du locataire, quoi qu'il arrive, on aura soit une décision favorable, soit une décision, enfin pas de décision, mais en tout cas, on aura un accord pour le louer, puisque au bout de 30 jours, c'est considéré comme acquis. Donc voilà, c'est ça le permis de louer, c'est très important, c'est obligatoire dans les communes qui l'ont mis en place. C'est auprès des mairies qu'on vient le chercher. Oui, donc exactement, c'est un document CERFA à remplir, à déclarer. Exactement, il y a environ 500 communes qui l'appliquent aujourd'hui, c'est assez facile de vérifier sur Internet. Bien sûr. Comme toute procédure, il faut respecter la procédure. Ce qui tu ne respectes pas, tu peux avoir des sanctions. C'est plutôt objectivement, dès le départ, une bonne initiative, notamment c'était pour éviter les locations de moins de 9 mètres carrés, voilà, l'équipement les sanitaires, tout ce qu'on a vu malheureusement à la télé de marchands de sommeil et de choses comme ça. Donc à la base, c'est pour éviter ça. Donc dans la plupart des communes, c'est uniquement un document CERFA sur lequel si tu déclares que tu loues un logement de 45 mètres carrés dans une résidence qui est de 2015, ça devrait bien se passer. Si tu loues un logement de 9,2 mètres carrés dans une maison divisée de 1930, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, donc les critères sont plus basés sur le respect du locataire au final un peu. Exactement. Le respect d'une bonne condition de logement avec des sanitaires, une cuisine, une surface minimum et un état du logement propice à l'habitation. Bien sûr. Et du coup, si demain un propriétaire il décide est-ce que déjà c'est possible de louer sans permis de louer? Pas vu, pas pris, c'est comme rouler à 150 sur l'autoroute, il n'y a pas de souci. On peut le faire, et si on se fait attraper, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe si on se fait attraper? Les sanctions, tribunal, sanction, amende. Voilà. C'est tout le temps de l'argent. Ouais. Donc interdiction de louer ton logement lorsque le logement peut être défini insalubre. Donc tu n'as plus le droit de louer. Et sanctions financières. De toute façon, lorsque tu ne respectes pas aujourd'hui les conditions, l'État ou la justice vont venir taper dans ton portefeuille. Ok, très bien. On va passer maintenant sur la mise en location, donc les réglementations. Mais avant, pour commencer, Pierre-Emmanuel, toi en tant que conseiller en investissement aussi, comment on va s'assurer aujourd'hui de bien louer son bien? Je pense que ce qui est important, c'est de toujours réfléchir l'investissement par rapport à des critères objectifs. Donc il y a les marchés qu'on connaît et les marchés qu'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, le marché que je connais est celui sur lequel je connais les quartiers, je connais les prix, je connais mon marché locatif. Donc si je peux investir sur un marché que je connais, c'est quelque chose de positif parce que je peux a priori faire moins d'erreurs, être bien accompagné. Mais après, aujourd'hui, on sait qu'un investisseur, ce qui va être déterminant pour lui, c'est son budget. Donc je calcule mon budget d'investissement. Et si le marché que je connais ne me permet pas d'investir là où je veux, je vais prendre la caricature de Paris, mais c'est sûr que si mon budget c'est 250 000 €, et je vais avoir du mal à investir à Paris. Donc c'est où est-ce qu'avec mon argent, mes 150 000, mes 200 000 €, je peux investir. Et donc là, c'est des critères objectifs. Donc les critères objectifs, c'est la profondeur de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, j'investis dans une ville? Parce qu'un investissement, ça se loue, ça se gère, ça se vend, ça se revend. Donc c'est ce que je suis sur un marché profond. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de transactions pour que le jour où j'aurai décidé d'arrêter de louer mon logement, je puisse le revendre en résidence principale ou à un investisseur? Ou peut-être que j'investis sur une zone sur laquelle il y a un marché en résidence secondaire. Je ne sais pas, je prends l'exemple, tu investis dans le Var. Si ton logement à la revente, il est vide, tu vas pouvoir le vendre à quelqu'un qui va en faire sa résidence principale. Tu vas pouvoir le vendre à quelqu'un qui va en faire un investissement locatif et tu vas pouvoir le vendre à quelqu'un qui en fait une résidence secondaire. Donc, ça fait 3 marchés. Okay. Voilà. Si je vais, je ne sais pas, au cœur de la Bretagne, au milieu, là, voilà, est-ce que je vais avoir le marché de la résidence secondaire, le marché locatif et ma résidence principale? Pas certain. Donc ça, c'est la profondeur de marché. La tension locative est quelque chose de très important. C'est de se dire aujourd'hui, j'investis sur ce territoire-là. Est-ce que je vais trouver des locataires facilement? Donc nous, chez Maslow, on utilise des outils, un algorithme notamment, et le tensiomètre locatif de Locservice pour s'assurer que c'est ça. Il y a des petits tests à faire. Aujourd'hui, on fait cette petite vidéo de Lyon. Donc on va pas taper sur les footeux, mais on a Saint-Etienne qui est pas très loin. Aujourd'hui, je vais sur le Bon Coin, je regarde les T1 et les T2, il y en a 1300 qui sont alloués. Ça veut dire que si tu investis sur un T1 ou un T2 à Saint-Etienne, tu vas être en concurrence avec 1200 logements. Okay. Donc il faut que ton appartement ce soit le plus beau de la Terre. Si tu loues un T1 ou un T2 à Lyon, je pense que Morgane va laisser l'annonce 1 heure, 1 heure et demie. Maximum, oui. D'accord? 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie.
versus je suis en concurrence avec 1200 ou 1300 logements. Donc la tension locative est évidemment quelque chose de très important. La profondeur de marché, la tension locative, le prix d'acquisition, et puis le fait aussi d'avoir une lisibilité dans le temps sur mon investissement. Aujourd'hui, j'ai des échéances à respecter, notamment par rapport au diagnostic de performance énergétique. Je n'ai pas le droit de louer un logement G+, aujourd'hui en 2024, et on va aller les G, les E, les F. Donc si j'investis aujourd'hui dans un appartement qui est E ou F, ben, je vais devoir faire des travaux de rénovation énergétique, soit tout de suite, soit dans le temps. Pour avoir le droit de louer, hein. Pas pour le louer plus cher, pas pour le revendre plus cher, non, juste pour avoir le droit de louer. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans son calcul et dans son investissement pour faire le bon choix. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que sur Maslow, du coup, il y a un score. Oui. Il y a un peu le Nutri-Score au final des appartements. Comment il fonctionne à peu près sur quoi, sur quels critères Ben on a 20 critères qu'on a ramenés sur une note sur 5 pour comparer les petites étoiles de Google ou de Trustpilot. Donc c'est la profondeur de marché. Le prix, donc on va aspirer aujourd'hui de la data de Priceable sur lequel on a l'évolution des prix sur les 5 dernières années et donc le potentiel de ton appartement. La tension locative, la géolocalisation des services, des commerces et des transports, puisque aujourd'hui je vais louer principalement en résidence principale, donc j'ai besoin d'arriver sur mon logement, d'aller rapidement à mon travail, d'avoir des commerces, une pharmacie, une boulangerie, des supermarchés. Donc la géolocalisation des services et des transports. La tension locative, la profondeur de marché. Tout ça, on met ça dans un algorithme qui nous donne un score sur 5, et ce qui permet aujourd'hui de regarder l'offre du marché, de la scorer. Tout ce qui est en dessous de 3 sur 5 n'est pas présent sur Maslow.io. C'est pour ça que nous, on ne dit pas on a 35 000 logements présents sur le site, on en a 38, record, on en a 40 000. Non, il y en a d'autres qui font ça très bien et on les laisse faire pour dire qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils ont plus de logements et plus de choix. Bah, nous, vous avez moins de logements, vous avez peut-être 15 000 logements qui sont présents aujourd'hui à disposition. Par contre, ces 15 000 logements, ils ont un score à 3 sur 5 minimum, ce qui permet de rassurer l'investisseur derrière son écran avant le conseil de Jérémy et d'Anthony sur des critères objectifs. Le premier sujet en investissement, c'est la location. C'est la location. Donc ça, c'est toute la partie de bien choisir son investissement. Et ensuite, comment s'assurer de pouvoir bien louer son bien, c'est d'avoir une belle visibilité. Ouais. On a des investisseurs qui disent, bon, bah non, moi, ça va, je vais mettre une annonce sur le Bon Coin, je vais recevoir des contacts, et puis ça va aller. Déjà, il y a des plateformes qui sont réservées aux professionnels. Donc là, généralement, c'est là que les candidats locataires vont chercher se loger. Je cite surtout se loger, bien évidemment. Et vous pouvez mettre une annonce à titre perso. Si tu as un appartement, tu peux aller mettre une annonce sur le Bon Coin. Mets ton annonce, retourne sur le Bon Coin 2 heures après, tu seras certainement en 6 ou 7e page. Parce qu'en fait, il faut des contrats professionnels pour pouvoir booster nos annonces, pour pouvoir rester visible. Au-delà, on le sait tous, au-delà 2e, 3e page, on n'y va pas. On ne va pas regarder les logements au-delà 2e, 3e page. Donc, si on n'est pas ultra visible sur les sites, sur les plateformes qui sont mises à disposition pour commercialiser les biens en location, bah, ça va être plus compliqué de trouver un locataire. Donc oui, un propriétaire peut le faire seul. Est-ce qu'il va optimiser ses chances de trouver un locataire rapidement? La réponse, clairement, est non. Moi, je pense que le Bon Coin, c'est un bon outil de test pour le candidat investisseur qui a écouté des sirènes sur Internet pour lui expliquer que Limoges, Sedan et Perpignan, c'est super rentable et qu'on va être en cash flow positif. Bah, ça lui permet de mettre une annonce en location pour voir s'il a beaucoup de demandes au prix qu'on lui a indiqué. Voilà le petit conseil que je pourrais donner aux youtubeurs. Voilà. On a fait une vidéo ensemble d'ailleurs sur un investissement sur un immeuble de rapport au Havre que je vous invite à aller regarder parce que finalement... Je suis normand donc je suis objectif. Voilà. Allez faire un tour là-bas, vous allez vite vous rendre compte. Ensuite on va parler de la location meublée. Bon, déjà, il faut des meubles dans une location meublée. Ouais. C'est quoi le mobilier du coup obligatoire? C'est régulé par un décret. Voilà, c'est comme aussi ça règle le problème. Okay. C'est régulé par un décret, literie, donc lit, coussin, couette, volet, store ou rideau, en fait, occultation des fenêtres, obligatoire. Plaque de cuisson, four et frigo, donc four au micro-ondes, peu importe. Un kit vaisselle, donc vaisselle plus ustensiles. Table et chaises, donc après c'est en fonction, hein, typologie du logement, si c'est un T2, bon, bah, 2 chaises, T4, ainsi de suite. Luminaire, bien évidemment, et kit ménage. Kit ménage, c'est l'aspirateur qui est surtout obligatoire. Ça, c'est la liste du mobilier obligatoire. Et moi, je vais dire la qualité du mobilier aussi. Bien sûr, la qualité, ouais. J'aurais une question là-dessus. Ouais. Typiquement, il n'y a pas le canapé. Tout le monde pense que le canapé, c'est obligatoire. Okay. Non, ce n'est pas obligatoire. Dans le décret, ce n'est pas obligatoire, en tout cas. Et bien évidemment, la qualité du mobilier,
Ça, c'est un sujet extrêmement important quand on veut faire du meublé. On reviendra dessus juste bien. après. Aussi, on avait une question, est-ce que c'est légal de demander des documents personnels avant une visite de location? Ça, les gens ne sont pas du tout au Qu'est-ce qu'on courant. appelle document personnel? Ouais. Un avis d'imposition, je suppose. Alors ça, c'est légal, hein, puisque C'est légal. c'est les conditions posées par les assureurs, c'est pas les assureurs, donc c'est légal. Par contre, on n'a pas le droit d'aller demander des relevés de compte. Ok, très bien. Tu dois prouver tes revenus, mais pas le fonctionnement de de tes finances. Ok. Et entre un logement nu, enfin loué dans le nu et dans le meublé, est-ce qu'il y a une différence entre le préavis de sortie pour le locataire? Non. Il n'y a pas de différence de durée du préavis ou quoi que ce soit. Par contre, à l'entrée, la caution n'est pas la même. Puisque sur un logement nu, c'est 1 mois de loyer. Et sur un logement meublé, c'est 2 mois de loyer, la caution. Puisque on va prendre la partie logement et la partie aussi mobilier qu'on va venir assurer avec une caution, donc un 2e mois de caution. La durée du bail peut être différente dans la durée du location. bail est différente. Voilà. Sur un logement classique, en bail loi 89, un logement classique nu, c'est 3 ans. Un logement meublé, pareil, bail loi 89, c'est 1 an. Ok, très bien. Et est-ce que c'est possible de changer de locataire avant la fin d'un bail, justement? Et si oui, comment on y procède? Oui, si ton locataire pose sa dédite avant la fin du bail, oui. Okay. Par contre, sortir un locataire avant la fin du bail, ça, c'est pas possible. Okay. À part délivrer un congé pour reprise, mais encore une fois, il faut attendre à la fin du bail. Okay. Il faut le faire 6 mois avant. Ouais, 6 mois avant. Parce que souvent, les propriétaires pensent qu'en délivrant un congé pour reprise ou un congé pour vente, on n'est pas obligé d'attendre la fin du bail. C'est faux. Ok, très bien. On va passer maintenant sur la dernière partie des questions. C'est sur la maintenance et la valorisation du bien. On sait que sur Maslow, on a pas mal de clients qui sont non-résidents, expatriés. 30%. Donc, pour eux, ça va être quoi les défis quand on loue son logement en France? Enfin, pour que ce soit un expatrié non-résident ou même une personne qui est à Marseille et qui veut louer à Lille, c'est quoi les défis pour eux aujourd'hui quand ils veulent louer? Si tu es en Australie, faire des visites de son appartement de Marseille, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Je pense que pour eux, plus que pour d'autres, il faut que leur logement soit géré par un professionnel pour faire aussi non seulement la gestion du quotidien, mais finalement un point d'étape aussi de son logement. Puisque dans un logement, si tu conserves ton bien pendant 10 ou 15 ans, est-ce que tu auras des petits travaux à faire ou de l'entretien? C'est évidemment logique. Est-ce qu'en 15 ans, tu vas refaire les peintures de ton appartement? Si les locataires n'ont pas aménagé à leur goût ou fait de la peinture, tu vas être obligé évidemment de la refaire. Donc c'est bien d'avoir notamment les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, le constat physique à un état des lieux de sortie que tiens, ça serait bien d'être refait. Tu parlais de location meublée tout à l'heure sur lequel tu as de l'équipement à fournir à ton locataire. Je suis en Australie, je loue un logement en location meublée, le mobilier est un peu daté, le matelas est à changer, le four ou le frigo, il a 7 ou 8 ans. Voilà, ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir à un moment donné que tu puisses renouveler cette chose-là. Donc si je suis en Australie, bon déjà avec le décalage horaire à 2h du matin, ça va quand même être compliqué. Donc là effectivement, celui qui gère pour toi le logement pourra t'alerter en te disant tiens, sachez qu'il y a ça et ça qu'il faut changer. Je pense que c'est ça le plus important. Ok. Et vous, à titre personnel, c'est quoi la situation d'urgence la plus critique que vous ayez eu à gérer Toi, Morgane, je suppose que tu as peut-être plus d'exemples. Oui, il y en a beaucoup. Là, récemment, on a eu cette histoire de squat. Donc, ouais, effectivement, ça a été assez important. Il faut contacter les propriétaires, leur demander de débourser une somme supplémentaire pour poser des portes blindées. Voilà, la situation sont critiques quand on se retrouve seul face à des problématiques qu'un gestionnaire, finalement, n'est pas censé affronter seul. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Et surtout, notre rôle, c'est de ne pas immiscer l'investisseur, puisqu'il délègue la gestion complètement. Donc ça peut être un sujet quand finalement on va devoir solliciter l'investisseur, et en plus on ne sollicite jamais pour les bonnes raisons. Et quelque chose qui peut être aussi très compliqué à gérer pour un administrateur de biens, c'est la relation locataire-propriétaire quand ils décident de communiquer ensemble. Ok. Parce que là, effectivement, le locataire va dire certaines choses au propriétaire, vrai ou pas d'ailleurs. Le propriétaire, en fonction de sa réaction, s'il est loin, il va peut-être paniquer. S'il est en Australie, il va dire « Oh mon Dieu, mon locataire m'a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis loin », ça va l'inquiéter, ça va l'angoisser. S'il est sur le territoire, peut-être qu'il va aller
payer un déplacement pour venir voir ce qui se passe, pour en fin de compte se rendre compte, bon, bah, oui, il y a un dégât des eaux, il y a un sinistre, mais bon, il y a les déclarations qui sont en cours, il y a les délais des assurances qui sont en cours. Ça, pour nous, c'est assez compliqué quand les propriétaires et les locataires viennent s'immiscer finalement dans le travail du professionnel, puisqu'on va avoir... Oui, bien évidemment, toutes les informations sont importantes à prendre et à entendre et à écouter. Mais derrière, il faut laisser le professionnel faire son métier. Bah, puisqu'on le sait, il y a des procédures, on existe depuis 1997, donc on sait exactement ce qu'on fait et comment on le fait, même si parfois ça peut paraître long et ça peut paraître injuste, effectivement, que ce soit pour le locataire ou pour l'investisseur. Parfois, ces procédures sont trop longues et elles peuvent paraître injustes. L'essentiel pour nous, c'est de continuer à communiquer et d'obtenir un résultat. Parce qu'un investisseur, même si le gestionnaire va faire ses déclarations, va traiter son dossier de son côté, s'il ne communique pas à l'investisseur va avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Effectivement. Et ça c'est très important, effectivement, c'est de communiquer. On fait et on communique. Pour rassurer. Il y a un sujet aussi par rapport à ce que tu dis sur les choses à gérer. Nous, sur Maslow, on vend beaucoup d'immobilier neuf ou de l'ancien récent. Pour ce qui est de l'immobilier neuf, tu as la livraison. Et donc, c'est à la livraison que tu constates que le promoteur t'a livré le logement que tu as acheté en bon état de fonctionnement, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle les réserves que tu vas mettre. Alors, les réserves qui sont des bricoles, hein, la prise de courant qui n'est pas droite, etc. Ouais. Tout ça, c'est des bêtises. Mais il y a aussi des choses qui peuvent... Mon volet roulant ne fonctionne pas, ou il y a des choses à changer. Et donc, la partie un peu de l'état des lieux, qui va s'appeler la levée des réserves, en tous les cas, la constatation des réserves, c'est quelque chose qui est très importante. Donc, si je reprends mon exemple de mon Australien, qui achète un appartement neuf, qui est livré, il ne sera pas présent. Voilà, donc là c'est important que la levée des réserves soit vraiment faite physiquement, suivie pour le promoteur. Ensuite, comment on va déterminer si des rénovations peuvent augmenter la valeur locative de notre bien? Ça va dépendre de la rénovation. Remettre un coup de peinture, ça ne nous permet pas d'augmenter son loyer. Hein. Des vraies rénovations, déjà je ne sais pas, scinder une grande pièce en deux, faire une chambre supplémentaire, là il y a une vraie raison de faire une réévaluation de loyer. Rénover entièrement une cuisine, mettre un petit peu de domotique à l'intérieur de l'appartement, voilà, ça va dépendre. Réparation, c'est pas de la rénovation. Ouais, bien sûr. Okay. Faut pas prendre de se dire je vais investir dans mon logement pour le louer plus cher. D'accord, c'est toujours une histoire déjà de concurrence et de marché. Voilà, donc entretenir régulièrement son logement, ça permet justement de moins avoir de gros travaux à faire, de toujours avoir un logement qui est au goût du jour et donc qui fait que à la première ou à la deuxième visite, mon logement est loué avec une qualité de locataire. J'ai choisi le bon emplacement, je suis sur un marché locatif tendu. Si j'ai un logement qui est en bon état, d'une part, je vais facilement le louer et surtout, mon locataire va aussi rester plus longtemps. Je vais rester dans mon logement si je m'y sens bien. Si j'ai choisi ça par défaut, que la cuisine qui m'est proposée par mon propriétaire, c'est un bloc évier avec un micro-ondes posé sur 2 tréteaux. Bon, si je trouve mieux, je vais partir, je prends ça par défaut. Si j'ai quelque chose dans lequel je me sens serein et que je me sens bien, le logement il est propre, voilà, il est au goût du jour, j'ai le bon emplacement, finalement le turnover locatif sera moins important. Okay. La cuisine, je rebondis sur la cuisine parce que c'est pas un élément obligatoire dans un appartement d'avoir une cuisine, sauf dans un meublé bien évidemment. La cuisine, c'est essentiel. Nous, on loue beaucoup de programmes neufs, donc c'est-à-dire c'est des immeubles entiers avec des logements entiers à louer d'un seul coup. L'appartement qui sera le dernier à être loué, c'est celui qui n'a pas de cuisine. Okay. Pourquoi ? Parce que ce sera une charge supplémentaire pour le locataire. Si le propriétaire dit « bon non, moi j'installerai pas de cuisine », le locataire peut le faire s'il le veut. Le locataire, il doit déménager déjà. Il a des frais d'agence. Il a potentiellement pas récupéré toute la caution qu'il voulait récupérer chez son dernier administrateur de biens, et ensuite on lui dit oui, vous pouvez avoir le logement bien évidemment, mais si vous voulez une cuisine, il faut vous l'acheter et peut-être le propriétaire vous la rachète lorsque vous allez partir. Et bien évidemment, il ne vous la rachètera pas au prix que vous l'avez payé. Donc vous êtes certain, si jamais vous avez un logement à louer, si vous n'avez pas de cuisine, vous serez le dernier à être loué. Et encore, ça mettra plus de temps. Le dernier, ça ne veut pas dire juste après celui qui a une cuisine. Parfois, c'est des semaines, des mois. Parce que c'est des frais, c'est un budget énorme pour un locataire quand il déménage. On ne peut pas lui demander d'installer une cuisine. Bien sûr. Quand j'achète un appartement 200 000 €, par exemple, c'est de se dire, tiens, j'ai pas envie d'investir, voilà, mais est-ce que finalement l'appartement, tu l'auras acheté 205 ou 210, est-ce que tu l'aurais quand même acheté? Peut-être que oui. D'accord? C'est vrai. La cuisine, la qualité du mobilier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la qualité de la cuisine, faire en sorte que mon logement, mon locataire, je vais en trouver un facilement, et il sera dans de bonnes conditions pour vivre, donc il va rester plus longtemps. Et c'est vrai que pour ce qui est de l'immobilier neuf, les promoteurs ne proposent
rarement la cuisine. Pourquoi? Parce qu'ils vont, eux, le vendre en résidence principale ou à des investisseurs. Et donc, en résidence principale, dans 100% des cas, les gens vont mettre une cuisine qui leur plaît. Aujourd'hui, la cuisine, on est sur des logements ouverts sur le salon. Elle n'est pas fermée. Donc, c'est devenu un élément important. C'est le lieu de vie aussi dans les logements. Donc, les gens en résidence principale vont mettre de l'argent dans leur cuisine. Et donc, on se retrouve livré avec un tuyau d'eau chaude, un tuyau d'eau froide ou un bloc évier à 50 €. Et l'investisseur, il doit avoir la même réflexion. Il ne va peut-être pas mettre autant d'argent que le propriétaire occupant, mais il peut mettre une cuisine équipée, solide, jolie. Voilà, les photos. Enfin, je veux dire, prenons l'exemple, tu prenais tout à l'heure la qualité des photos. Imaginons un logement neuf, vide. Tu vas faire quoi comme photo? Avec des murs blancs et un carrelage blanc. Alors, je prends une photo. Bon, ça a l'air propre et neuf. Qu'est-ce que tu vas prendre comme photo? Tu vas prendre en photo la salle de bain, avec le mobilier de la salle de bain, et la photo de la cuisine. On va quand même être très clair, ou de l'extérieur. Donc le fait d'avoir une cuisine, c'est quelque chose qui est important. Et puis c'est une fausse économie de pas mettre de cuisine. Hein. C'est une fausse économie. Un loyer de 800 €, le propriétaire, il met en location son bien, et il n'a pas de cuisine, il va peut-être mettre 3-4 mois pour trouver un locataire qui accepte. Finalement, 8 x 3 x 4, mais il aurait pu la payer la cuisine. Exactement. Et il aurait trouvé un locataire tout de suite. Donc investir dans du mobilier qualitatif, c'est crucial pour son investissement en fait. Exactement. Bien évidemment, oui. Ok. Pour finir, est-ce que vous auriez des datas à nous partager en rapport avec la gestion locative Oui. Tu peux donner le nombre de logements que tu as loués en ce moment pour se rendre compte du marché. Très peu, hein, sur 18 000 logements. Si on en a plus de 20, c'est le bout du monde. Sachant qu'on a un turnover qui a énormément diminué, hein, j'en parlais tout à l'heure. On avait, en gros, c'était 24% de notre parc qui était reloué chaque année. Là, en 2 ans, on est tombé à 20%, 4 points. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de logement et donc du coup, les locataires qui sont en place ne bougent plus. Ne bougent plus parce que c'est difficile de retrouver un logement derrière. Donc ou d'acheter. Ouais, on a des locataires, il y a moins de locataires candidats à l'achat de la résidence principale, d'une part parce qu'il y a moins d'offres aussi. Ensuite, les taux de crédit avaient augmenté en 2023, ils rediminuent, donc on va peut-être augmenter un petit peu le turnover. Mais c'est vrai que mon locataire d'un T3 qui n'a plus le budget pour acheter un T3 en résidence principale, finalement, on va rester locataire et ce turnover, il est plus compliqué. Alors, moi, je vais me mettre du côté investisseur. Finalement, est-ce que je suis sûr de trouver un locataire? La réponse est oui. Est-ce que je vais avoir un loyer qui est plutôt élevé? La réponse est oui. Et finalement, j'ai des prix qui sont plus sages ou des prix qui ont baissé. Donc, est-ce que c'est le bon moment de vendre de l'immobilier? Peut-être pas. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Peut-être que oui. Les prix ont baissé. Je suis sûr de trouver un locataire. J'ai le choix, finalement, aujourd'hui, dans mon investissement. Je pense que c'est le moment de s'y réintéresser avec force. Oui, on a un taux d'occupation aujourd'hui qui est supérieur à 99%. Hein, donc, ça montre qu'il y a bien évidemment un marché ultra tendu. On l'a dit, hein, on poste une annonce des mises en location sur des grandes villes, hein, les grandes villes françaises, hein, Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier, Lille. Enfin, c'est des annonces qu'aujourd'hui, on peut laisser quelques heures avant d'être submergé d'appels. D'ailleurs, souvent, ce qu'on voit, c'est les critiques qui peuvent arriver, c'est on m'a pas répondu, j'ai envoyé vous avez des gens aujourd'hui qui envoient leur dossier locatif par mail avant bonjour, je suis intéressé par le logement, c'est Lyon 7e, 720 €, je le prends, voici mon dossier locatif. Voilà. Et après on a des critiques du genre on nous a pas répondu, voilà. Donc en fait les annonces, pourquoi elles durent 1 heure ou 1 heure et demie, c'est pour pas créer l'insatisfaction si tu la laisses 2 jours, quoi. Ouais, effectivement, ça c'est beaucoup d'insatisfaction de la part des candidats locataires. C'est en gros, fuyez, passez votre chemin, ils ne vous rappellent pas. On reçoit 200 appels par heure. Donc on peut pas. Alors oui, on envoie, quand on a trouvé le locataire, on envoie tout de suite un mail automatique pour dire le logement a déjà été loué. Et derrière, l'annonce, l'annonce elle est encore un peu en pub. Pourquoi? Parce que même si nous on donne la consigne au site de la retirer, il y a un temps de traitement. Donc forcément, non, on ne laisse pas des annonces pour se créer des contacts. Croyez-moi, on n'a aucune envie de traiter 200 contacts par heure par annonce. Et surtout, c'est malheureux, hein, on en est bien conscient. Hein, mais il faut arriver avec un dossier prêt. Il faut déposer tout de suite son dossier. Aujourd'hui, on a la possibilité, sur notre site en tout cas, de déposer le dossier en ligne directement sur le logement que vous voulez. Donc vous êtes sûr que du coup, le négociateur en location, il va arriver, il a un contact avec un dossier tout posé. C'est le premier qui va prendre, c'est le premier qui va traiter.
Donc oui, c'est malheureux. Et ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de visite et que vous allez devoir signer un bail tout de suite derrière et qu'on va complètement condamner la visite ou le choix du locataire. Non, mais ça permet de sécuriser tout de suite parce qu'on ne va pas aller faire 45 visites par jour alors qu'on n'a pas de dossier locataire, on ne sait même pas si la personne va être solvable. On va d'abord prioriser les candidats locataires qui ont leur dossier déjà prêt, dont on sait que la visite va pouvoir aboutir puisque le locataire est solvable pour cet appartement. Et tu vas sélectionner 3-4 dossiers solvables, tu vas organiser les 3-4 visites d'affilée en 1h30. Vendredi, le logement il sera assurément loué. Donc, voilà. Après, juste pour te répondre, c'est vrai que le marché locatif est tellement tendu aujourd'hui que nous, Maslow.imo, on est un site d'investissement immobilier locatif. Et aujourd'hui, on a une demande de contact sur de la location. D'accord. Et c'est marqué nulle part que... Alors, si, on gère les logements pour nos investisseurs. Et donc, en fait, on a des locataires qui nous sollicitent en disant cette résidence m'intéresse ou cet appartement-là m'intéresse pour le louer. Donc, c'est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est des petits tips, malheureusement, qui sont en œuvre aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éclairages. Merci à toi. On va passer au petit jeu de fin qu'on a appelé locataire au propriétaire. Le but, on va donner des situations et vous allez devoir nous dire dans quelle situation c'est au locataire ou au propriétaire de prendre en charge. J'espère qu'on sera d'accord. Donc, on va commencer avec toi, Morgane. Très bien. Donc, qui prend en charge, locataire ou propriétaire, le changement d'ampoule? Locataire. Propriétaire, à l'entrée, il doit y avoir une ampoule, mais le changement de l'ampoule, c'est locataire. Ok. Le dégât des eaux? Locataire. Assurance Attention, du locataire. L'assurance multirisque habitation du locataire. 2 cas sur le dégât des eaux. Mon locataire oublie de fermer le robinet, ça déborde, c'est l'assurance du locataire. La canalisation pète dans le mur, c'est l'assurance du propriétaire. Très bien. L'entretien annuel de la chaudière? Locataire. Les charges de copropriété? Elles sont partagées entre le locataire et le propriétaire. Ok. Le taxe d'ordures ménagères? Le locataire, la taxe foncière est à la charge du propriétaire. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est à la charge du locataire. Alors, pour être très précis, c'est le propriétaire qui la paye, puisque la taxe d'ordures ménagères, elle arrive sur ta taxe foncière. Donc, en fait, tu la payes, tu envoies la taxe foncière à ton gestionnaire, et le gestionnaire la récupère sur le locataire. L'installation des détecteurs de fumée? Propriétaire. Ainsi que la maintenance, d'ailleurs. Ok. Remplacer des joints de la douche? Locataire, c'est tous les Usage. ans un joint de douche. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Elle est où la caméra? Parce qu'un joint de douche qui n'est pas remplacé, c'est un dégât des eaux. C'est aussi simple que ça. Joint de douche tous les ans, ça prend 2 secondes aujourd'hui. Il y a 1 milliard de tutos de comment faire un joint de douche. Remplacez vos joints de douche et vos joints de salle de bain, vous éviterez les dégâts des eaux. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, pour finir, installation d'un interphone? Propriétaire. Très bien. Ensuite, à toi, Pierre-Emmanuel, qui prend en charge, locataire ou propriétaire, la réparation des appareils électroménagers fournis? Réparation, si c'est de l'usage, c'est le locataire. Le remplacement, c'est le propriétaire. Très bien. Le renouvellement de la peinture? Alors, renouvellement de la peinture. Aujourd'hui, un locataire a le droit de mettre son appartement au goût du jour, s'il veut, ou à ses goûts à lui. S'il a envie de peindre un mur en orange, il peint un mur en orange. D'accord. Après, sur l'entretien et la peinture, la réflexion du logement, c'est plutôt le propriétaire. Par contre, s'il peint un mur en orange... Ah oui, pardon. S'il peint un mur en orange et doit le que toi, tu remettre l'as loué blanc, blanc, tu dois te le remettre blanc. Hein. D'accord. Donc, ça aussi, j'insiste là-dessus. Caméra, encore une fois. Si vous aimez le rose fluo, le vert pomme, peu importe, grand bien vous fasse. Simplement, le propriétaire est en droit d'exiger de remettre en état les peintures. Pourquoi? Parce qu'un locataire qui aime le vert, ça ne veut pas dire que le locataire d'après, il va l'aimer aussi. Alors moi, j'ai une petite question. J'ai changé la cuvette de mes toilettes. Ouais. Est-ce que je dois remettre l'ancienne quand je dois rendre Est-ce que la cuvette, elle est... une autre couleur? Après, il y a un degré, quoi. Si tu avais une cuvette blanche assez simple, mais tu nous as mis une cuvette rouge Star Wars, il va voir avec le propriétaire ou la régie s'il accepte de relouer ça. Ça devrait bien se passer. Ok, bon, ça va. Très bien. L'entretien... Justement, pardon, posez la question l'état des lieux. Ok. Ou même avant l'état des lieux, c'est encore mieux. Après, alors, meilleur état, je pense que ça l'arrangera de la garder, je pense. Meilleur état, ouais. Mais tout le monde n'aime pas Star Wars. Ouais, c'est vrai. L'entretien des espaces verts. Locataire. C'est dans les charges de copropriété. Donc, Ok. Réparation des fissures dans les murs. Propriétaire. Remplacement du revêtement du sol usé. Usé, propriétaire. Nettoyage des canalisations.
Alors là, Dépend de l'usage. Si les canalisations sont bouchées parce qu'il y a trop de cheveux dedans ou parce que vous avez jeté quelque chose qui ne devait pas aller dans les canalisations, bah là, ça va être la faute du locataire. Si c'est de l'usure des canalisations et un problème sur l'immeuble structurel, là, C'est ça va être propriétaire. l'assurance du propriétaire. ouais, si c'est la copro, je dirais propriétaire. Si tout ce qui est usage ou contrat de maintenance, contrat d'entretien, ce sera forcément le locataire. Très bien. Mise à jour des équipements de sécurité. Propriétaire. Ok. Installation ou réparation de climatisation. Alors, propriétaire, par contre, entretien, locataire. C'est-à-dire que si jamais j'ai une clim, elle n'a pas été entretenue pendant 4 ans, elle tombe en panne, et on dit au propriétaire qu'il faut changer la clim, le propriétaire, lui, pourra avoir une action vis-à-vis du locataire parce qu'il ne l'aura pas entretenu correctement. Très bien. Renouvellement des serrures après perte de clé. Ah bah, locataire, hein. Si tu perds tes clés, tu changes la serrure. C'est réglé. une bonne question, ça, parce que souvent, on nous envoie oui, j'ai perdu mes clés, merci de m'envoyer un serrurier. Ben non. Non. Ok. Et après, pour finir, rénovation de la salle de bain. Propriétaire. Très bien. Et bah, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous les deux d'avoir donné tous ces éclairages. Merci Morgane, Merci. ça fait plaisir comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions en plus, vous avez l'espace commentaire toujours, ou vous pouvez toujours les poser à Jérémy et Anto sur le site maslow.imo. Même si vous avez des plus grands projets d'investissement locatif, ça se passe sur maslow.imo. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt. À bientôt, au revoir. revoir.